à tous, édition spéciale ce soir sur l'enquête du meurtre de la petite Louise Attell. Il s'était déroulé le mois dernier. Nous profiterons de l'occasion pour interroger plusieurs spécialistes impliqués dans cette affaire. Et cette édition sera suivie d'un reportage sur l'ADN dans la police scientifique, son rôle, ses limites et autres en compagnie d'un membre du service de la police scientifique et de la directrice du laboratoire d'analyse de Saint-Exupéry. Tout d'abord, quelques photographies présentant les lieux du meurtre, prises le lendemain des faits. Comme vous pouvez le voir, la scène témoigne d'une lutte acharnée entre la jeune fille et son agresseur. Tout de suite, nous rejoignons Michel, en direct sur les lieux du meurtre, qui va nous rappeler le contexte de cette enquête, ouverte il y a un mois à l'Arvillette. Bonsoir Michel. Oui Julie, bonsoir. Je suis en ce moment même à côté de la forêt où le corps inerte de la petite Louise, âgée de 11 ans, avait été retrouvé dans la nuit du 22 au 23 février. En effet, nous nous souvenons tous que la jeune fille avait disparu depuis 2 jours alors qu'elle se rendait chez une amie, empruntant un chemin qui lui était pourtant familier. Sa camarade, s'inquiétant de ne pas la voir arriver, avait tout d'abord appelé ses parents, eux aussi sans nouvelles, avant d'alerter la police. Celle-ci avait immédiatement réagi en envoyant des équipes sur le secteur et en lançant une alerte enlèvement nationale. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. Très bien. Pouvez-vous maintenant nous redonner l'évolution de l'enquête, les trouvailles de la PTS sur le terrain ? Tout d'abord, le corps de la jeune fille avait été découvert vers 6h30 du matin dans le bois jouxtant l'Arvillette. Après 2 jours de séquestration, dans un lieu encore inconnu des services de police, l'agresseur l'avait conduite ici pour en finir. Louise avait de nombreux bleus et égratignures qui décrivaient la brutalité de l'agresseur et qui laissaient à penser à un égorgement. Les membres de la police technique et scientifique sont arrivés rapidement pour commencer leur travail de recherche. Munis de gants et de charlotte, ils ont effectué des prélèvements. Plusieurs relevés ont été réalisés, mais le criminel particulièrement adroit avait réussi à maquiller parfaitement son meurtre. Des objets jonchaient le sol, briquets, petites opinels dont il ne s'est visiblement pas servi, et cheveux, mais n'ont pas parlé. Aucun ADN et aucune empreinte digitale ne s'y trouvait. Ils avaient tout de même été transférés au laboratoire d'analyse. Les nombreux prélèvements à l'aide d'écouvilleux n'ont aucunement fait avancer l'enquête, à l'exception d'un. Celui-ci avait été réalisé sous un ongle de la jeune fille. D'accord, merci beaucoup pour ces précisions. Écoutons maintenant Nathalie. Elle travaille au laboratoire Saint-Exupéry. Bonjour Nathalie. Bonjour Julie. Pouvez-vous nous parler de cette molécule intrigante, l'ADN ? Bien entendu, l'ADN est en effet une pièce maîtresse pour ce genre d'enquête. Mais vos auditeurs la connaissent-ils réellement ? Effectivement, je n'en suis pas convaincue. Commençons alors par une petite présentation de sa découverte. L'ADN a captivé de nombreux scientifiques depuis la fin du 19e siècle. Ces recherches ont abouti à la molécule que nous connaissons bien aujourd'hui et qui a apporté beaucoup à la science. Mais elle est déterminée dans son intégralité seulement depuis une 60aine d'années. C'est le scientifique Friedrich Miescher qui est à l'origine de la découverte de l'ADN. En 1869, il a isolé une substance riche en phosphore qu'il a nommée nucléine. Ce nom lui vient de sa place dans la cellule puisqu'elle se trouvait dans le noyau. Richard Altman, en 1889, extrait l'acide nucléique, contenu dans les molécules d'ADN. En 1869, Albert Kossel identifie les 4 bases azotées de l'acide: adénine, guanine, thymine et cytosine. Phoebus Leven, un biologiste américain, détermine en 1919 la composition des nucléotides, groupement phosphate, base azotée et burnose. Il est le premier à réfléchir sur sa structure en émettant une hypothèse selon laquelle les nucléotides forment une chaîne unie par des groupes phosphates. C'est en 1928 qu'il identifie le désoxyribose dans l'ADN.
À partir de 1935, on parle d'acide désoxyribonucléique. En 1944, le scientifique américain Oswald Avery émet l'idée que l'ADN est le support de l'information génétique. La structure en double hélice de la molécule a été déterminée grâce aux rayons X par Watson et Crick et rendue publique le 25 avril 1953. Merci beaucoup. Pouvez-vous maintenant nous donner des indications sur sa structure et sa composition? Oui, bien sûr. L'ADN est composé de 2 brins complémentaires enroulés en double hélice. Chaque brin est un enchaînement logique des nucléotides. Ceux-ci se composent d'un groupement phosphate, d'un sucre désoxyribose et d'une base azotée. Ils sont au nombre de 4, cytosine, guanine, thymine et adénine. Ils sont complémentaires 2 à 2, thymine, adénine ensemble et guanine, cytosine ensemble également. Ils sont reliés grâce à des liaisons d'hydrogène. L'ADN mesure plusieurs mètres et se situe dans toutes les cellules vivantes. Enroulés, il forme les chromosomes. Il sert à la création des protéines par l'intermédiaire de l'ARN-M. Merci Nathalie. Suivons maintenant l'interview de notre reporter qui s'est rendu au laboratoire où l'ADN a été analysé. Oui, je suis maintenant aux côtés de Mathilde Berthaud, scientifique au laboratoire Marie Curie de Paris, qui s'était chargée de l'analyse de l'ADN découvert sur la scène de crime. Alors, Mathilde, pouvez-vous tout d'abord nous rappeler la provenance de cette molécule? Oui, alors ce fragment d'ADN est une particule de peau de l'agresseur. Celle-ci a été retrouvée sous l'ongle du majeur droit de Louise, qui, en se défendant, a griffé son meurtrier et lui a ainsi ôté des particules de peau. Nous avons extrait l'ADN qu'elle contenait, puis nous l'avons analysé. Tout d'abord, en la répliquant par la PCR, puis nous avons réalisé une électrophorèse sur une couche d'agarose d'ADN. La voici. D'accord, merci beaucoup. Et pouvez-vous maintenant nous donner les résultats de cette analyse? Alors, l'ADN a révélé un profil et a été comparé avec les empreintes génétiques du FNAEG. Nous avons transmis ces informations à la police scientifique, mais l'enquête ne s'arrête pas là. Pour plus de sûreté, une deuxième étape de la procédure est engagée. L'ADN est à nouveau analysé, puis à nouveau comparé au FNAEG. À partir de là, notre rôle est terminé. Voilà. Donc, apparemment, le coupable avait été identifié comme étant Paul Auchon la première fois. Néanmoins, la deuxième fois, le profil ne correspondait plus à Paul Auchon, mais à Jean Brouille. Heureusement qu'il y a eu cette vérification, car sans elle, un innocent serait, alors qu'il est, derrière les barreaux. Nous pouvons penser qu'il y a eu peut-être une erreur dans l'analyse de l'ADN. Effectivement. Merci beaucoup, Mathilde. Le coupable est maintenant en prison après une semaine de recherche par les forces de l'ordre. Bien, maintenant accueillons Sophie Castler et Pauline Armand, respectivement membres du service de la police technique et scientifique et la directrice du laboratoire d'analyse des ADN de Saint-Exupéry. Bonjour mesdames, vous allez tout au long de cette émission vous attarder sur la molécule d'ADN dans la police scientifique. L'ADN est très souvent une pièce maîtresse dans les enquêtes menées par la police scientifique. Malgré de nombreuses méthodes en application, l'ADN a été une véritable révolution dans le milieu policier. Cette molécule propre à chacun est constituée de 2 brins d'enchaînement de nucléotides complémentaires 2 à 2, enroulés en double hélice. Sa découverte a permis à la fois le développement de nouvelles méthodes concernant son analyse, mais également des continuités concernant les anciens moyens. Au long de cet échange, nous nous demanderons si l'ADN est toujours d'actualité dans la police scientifique. Tout d'abord, nous converserons sur l'histoire de la police scientifique, ses anciens précédés, puis ceux qui ont évolué grâce à l'ADN. Ensuite, nous cherchons à comprendre les différentes erreurs qui se sont produites dans l'analyse en laboratoire. Enfin, vous nous parlerez des limites de l'ADN et les méthodes auxquelles les experts réfléchissent.
Donc commençons par un petit peu d'histoire. Il faut savoir que même si les fiches signalétiques des criminels sont déjà mises en application, les premières méthodes utilisées pour la détermination du coupable datent du milieu du 19e siècle. En effet, dans les années 1840, c'est le début de la photographie signalétique. Les portraits des délinquants sont ajoutés à leurs fiches. Mais l'imprécision avec laquelle sont pris ces fichiers empêche leur utilisation. Henry Fowles est le premier à s'intéresser aux empreintes digitales, qu'il a découvertes sur des poteries datant du 19e siècle. C'est en octobre 1880 que ses recherches sont rendues publiques. Il écrit dans un article dans lequel il énonce ses découvertes et la possibilité de leurs utilisations dans les enquêtes de la PTS. Quelques années plus tard, le FED, fichier automatisé des empreintes digitales, sera créé. Les empreintes de tous les suspects y sont conservées pendant 25 ans. En 1882, Alphonse Bertillon va créer le signalement anthropométrique. Chaque délinquant aura sa fiche d'identité comprenant les 9 mesures suivantes: l'envergure, la taille, la hauteur du buste, la longueur de la tête, la largeur de la tête, la longueur de l'oreille droite, la longueur du pied gauche, la longueur de la coudée gauche et la longueur du médius gauche, ainsi que la couleur de l'iris gauche également. Cette méthode est appelée le bertillonnage. Les mesures constitueront la fiche d'identité à laquelle seront ajoutées en 1888 les photographies prises dans des conditions plus strictes qu'auparavant. La PTS a aussi utilisé les éléments pileux en les observant à fort grossissement. Ainsi, la découverte de l'ADN a entraîné la mise en place de nouvelles méthodes, notamment dans son analyse. Quelles sont-elles ? À partir des années 1900, le groupe sanguin ABO est utilisé dans la police technique et scientifique. Il est analysé dans les laboratoires, bien qu'on ne parle pas d'ADN exactement. Alec Jeffreys met en place en 1985 la révolution ADN. Il découvre en effet la présence de polymorphisme, répétition de séquences nucléotidiques dont la quantité varie d'un individu à l'autre. Les chercheurs vont donc, à partir de cette période, chercher des méthodes s'appuyant sur l'analyse de ces empreintes génétiques, comme la RFLP, donc polymorphisme de longueur des fragments de restriction, qui durait une semaine et nécessitait une grande quantité d'ADN en très bon état. Tout d'abord, un enzyme de restriction découpait les fragments de l'ADN à analyser, puis ceux-ci étaient séparés par électrophorèse sur gel d'agarose, et ensuite ce gel était déposé sur une membrane nylon soumise à une irradiation qui fixait les séquences d'ADN nécessaires. Mais cette méthode, ne permettant pas d'assez bons résultats, a très vite été remplacée par la AFLP. Donc c'est la Amplified Fragment Length Polymorphism, dès les années 1990, beaucoup plus rapide que la précédente RFLP. Et il y a également eu aussi la RAPD. Toutes deux s'appuient sur la PCR. Polymerase Chain Action. Celle-ci a été inventée en 1984 par Kary Mullis et consiste à répliquer chimiquement l'ADN. Le FNEG, Fichier national automatisé des empreintes génétiques, a également vu le jour. Cette banque de données qui existe en France depuis 1998 ne contenait au début seulement les empreintes génétiques des délinquants sexuels. Mais en 2001, celles des criminels dangereux ont été ajoutées. Et c'est seulement en 2003 que les profils génétiques de tous les condamnés et de toutes les personnes impliquées dans les affaires ont été joints. Elles comptent maintenant plus de 3 millions d'empreintes génétiques qui sont identifiées ou non. Et les personnes refusant de donner leur ADN encourent une amende de 15 000 €, qui est une somme assez importante,
et une peine de prison de 2 ans. L'ADN a donc énormément fait évoluer la police scientifique, notamment avec les nombreuses techniques d'analyse qui se sont développées. Cependant, il ne faut pas oublier que même si ces méthodes ont vu le jour, les autres n'ont pas été abolies. Mais Pauline, comment procède-t-on pour obtenir une empreinte génétique? Quelles parties de l'ADN sont utilisées? Les gènes sont au nombre de 32 000 et ils composent le génome et correspondent aux zones qui codent pour la création de protéines. Les zones qui ne codent pas sont appelées ADN non codant et représentent 98% de notre ADN. C'est celui-ci qui est utilisé pour les enquêtes de la police technique et scientifique. Il est composé de microsatellites et mini-satellites qui servent à établir le profil génétique d'un individu. Ceux-ci sont des séquences nucléotidiques composées de répétitions de séquences plus petites. 4 nucléotides pour les microsatellites et 10 à 100 nucléotides pour les mini-satellites. Le nombre de répétitions est variable d'un individu à l'autre. Les régions où l'on trouve ces micro et mini-satellites sont appelées locus. 13 sont nécessaires pour établir l'empreinte génétique d'une personne. De plus, on distingue 2 sortes d'ADN. Celui de contact, qui correspond aux particules de peau laissées suite à la pose d'un doigt ou de la paume sur une surface, et les traces biologiques, comme le sperme, le sang, la salive, les ongles, les éléments pileux. Les empreintes digitales, il faut savoir que pour qu'elles puissent être exploitables, il faut qu'elles soient réalisées tout d'abord sur une surface propre contenant peu ou pas d'empreintes digitales faites postérieurement et une surface très lisse. D'accord. Et chacune de vous a un rôle différent? L'une prélève et l'autre analyse, n'est-ce pas? Vous avez tout à fait raison. Le service de PTS de la police s'occupe, en ce qui concerne l'ADN, que des prélèvements. Ils se font à l'aide d'un kit spécial, le kit FTA, Fast Technology for Analysis, composé de gants, masques, nappes en papier stérile, tiges contenues également stériles, sachets dessicateurs et enveloppes de conditionnement. Les zones où de l'ADN a pu être égaré sont humidifiées à l'aide du sérum, puis essuyées avec la tige de coton. Celle-ci est déposée dans le sachet, puis envoyée au laboratoire d'analyse. Pour chaque trace biologique, il existe des tests qui nous permettent de mettre en évidence les zones potentielles d'ADN. Tout d'abord, la salive. Sa présence peut être décelée à l'aide d'une lampe polylight, fluorescente, très légère, grâce à un éclairage d'une longueur d'onde de 470 nanomètres, dans des termes plus techniques, ou le test FADEBAS, qui est une réaction de l'amylase au contact d'un amidon insoluble bleu. Les éléments pileux sont utiles cependant si leur bulbe est présent. Il faut pour cela que le cheveu ait été arraché. Dans le cas inverse, seul l'ADN mitochondriaque peut être mis à profit, mais donnera de moins précis résultats, bien entendu. Pour le sang, plusieurs techniques permettent de révéler sa présence. Le sang est une substance liquide, composée majoritairement d'eau, et de nombreuses cellules comme les globules rouges, les plaquettes et les globules blancs. Si aucune trace n'est visible, il est possible de la mettre en évidence, car du sang même dilué pourrait être décelé. L'eau oxygénée est un autre moyen. Une mousse se forme à son contact avec le sang. Le luminol est à l'origine d'une différente réaction lumineuse grâce à l'eau oxygénée. Pour le sperme, des traces blanches peuvent être au premier abord recherchées sur la scène. Le fait que le sperme soit luminescent nous permet de le mettre en évidence grâce à un échange d'une longueur d'onde de 400 nanomètres. Cependant, comme pour le sang, ces procédés peuvent détecter autre chose que du sperme. Les tests d'orientation doivent être effectués. Ceci consiste à l'associer à un mélange réactif. L'urine et les excréments possèdent une quantité nulle ou très faible d'ADN.
et les os n'en ont que dans la moelle osseuse, ce qui est utile seulement pour l'identification des cadavres. Les ongles, à l'inverse, donnent de très bons résultats, tout comme les ADN de contact. Notre travail se limite à la recherche de tous ces indices sur le terrain. C'est ensuite au laboratoire de les analyser, s'ils contiennent ou non de l'ADN. Donc c'est à partir de ce moment-là que le laboratoire d'analyse rentre en jeu dans l'enquête. Donc lorsque nous recevons un échantillon d'ADN, celui-ci est voué à un enchaînement d'étapes. Tout d'abord, il faut purifier et extraire la molécule en la plaçant dans un milieu aqueux pour la décrocher de son support. Pour obtenir une importante quantité d'ADN, celui-ci va être amplifié par la méthode de PCR, Polymerase Chain Action, procédé identique à la division cellulaire qui se déroule dans le corps humain. Sous l'effet de l'ADN polymérase, les deux brins se dissocient et sont copiés par complémentarité des bases. Cette technique présente plusieurs avantages. Elle dure seulement une journée et nécessite qu'1 à 2 nanogrammes d'ADN qui peut être légèrement dégradé. 3 grandes étapes la composent. Donc, tout d'abord, la dénaturation. Les deux brins sont séparés par un chauffage à 95 degrés Celsius. Puis l'hybridation. À environ 50-60 degrés Celsius, les amorces s'accrochent sur les fragments d'ADN à copier. Et enfin, elle se termine par la polymérisation, qui est aussi appelée élongation. Donc l'ADN polymérase copie les brins par complémentarité des bases. Ce cycle peut être renouvelé de nombreuses fois, ce qui permet d'obtenir une importante quantité d'ADN. Pour faire une bonne analyse, le nombre nécessaire est d'environ une centaine de cellules. La dernière étape de l'analyse est l'électrophorèse, moyen qui existe depuis 1980. Elle consiste à séparer les molécules de l'ADN en fonction de leur taille sous l'action d'un champ électrique, l'ADN étant chargé négativement. Au départ, les laborantins utilisaient l'électrophorèse sur support gélatineux, comme par exemple le gel d'agarose. C'est ce qui me semble a été réalisé pour l'enquête que nous avons écoutée précédemment. Les résultats pouvaient être comparés à des codes barres. Donc ça, c'était pour la méthode RFLP dont nous parlions tout à l'heure. Mais cette technique a postérieurement été remplacée par l'électrophorèse capillaire, qui se déroule dans un tube d'une longueur égale à celle d'un cheveu. Un générateur décharge des tensions élevées qui provoque la séparation des molécules. Le nombre de répétitions des micro- et mini-satellites est calculé grâce à un détecteur qui envoie les données à un ordinateur. Celui-ci les traduit sous forme de graphique. Une fois ceci terminé, les résultats sont comparés au fichier contenu dans le FNEG, qui établit le lien entre l'analyse et les fichiers enregistrés. Toutes ces données sont communiquées à la PTS, qui nous demande de relancer le processus d'analyse pour plus de sécurité. Notre rôle se termine lorsque nous renvoyons pour la 2e fois les résultats de l'analyse au FNEG. Merci. Oui, le coupable peut donc être identifié si son profil est déjà établi dans le FNEG et donc être interpellé, auquel cas les services de police le recherchent grâce aux autres indices. D'accord, et quelquefois, des faux résultats ont lieu dans l'analyse et conduisent à des conclusions erronées. Quels sont les facteurs de ces erreurs ? Effectivement, quelquefois les résultats sont faussés. C'est le cas par exemple pour l'affaire de Raymond Easton, homme britannique âgé d'environ 40 ans. Il est accusé dans les années 2000 d'un cambriolage. Cependant, celui-ci s'est déroulé à 300 km de chez lui. Et M. Easton était atteint de la maladie de Parkinson, ce qui l'empêchait de se déplacer seul. Malgré cet alibi, la police est formelle. C'est bien l'ADN de cet homme qui a été retrouvé sur les lieux, ce qui conduit à le condamner à de la détention.
Des analyses réalisées ultérieurement prouvent l'innocence de Raymond. Il est donc relâché. Les ADN appartenaient en réalité à un autre monsieur. Des erreurs peuvent arriver durant l'enquête par rapport à l'ADN, au cours des différentes étapes, notamment lors du prélèvement. Les scientifiques peuvent malencontreusement déposer leur ADN. C'est pour cela qu'une tenue d'hygiène est obligatoire, pour éviter toute contamination de la scène. Cette tenue est composée de gants, d'une charlotte, d'une combinaison et de masques. Mais dans la plupart des cas, seuls les deux premiers éléments sont portés. Donc maintenant, lors de l'analyse, si les laborantins ne respectent pas les consignes de sécurité, leur ADN peut être mélangé à celui qu'ils sont en train d'expérimenter et d'analyser, ce qui fausse les résultats. De plus, deux personnes peuvent avoir un profil génétique similaire si les séquences prélevées sont égales. Donc si les 13 locus choisis pour une personne sont égales aux 13 locus pour une deuxième personne, et ben, ils auront la même empreinte génétique, alors que d'autres locus auraient été différents. Donc c'est pour cela que cela peut provoquer un faux positif. De plus, le fait que le nombre de PCR soit élevé, l'apparition d'éléments ne faisant pas partie de l'ADN suspect est plus élevée. Donc plus on augmente le nombre de PCR, plus l'ADN aura de chances d'être contaminé. Donc il faut faire également attention à cela. Et cependant, ces erreurs avaient surtout lieu au commencement de ces méthodes. Maintenant, les méthodes étant plus modernes, plus spécialisées, on trouve moins d'erreurs. Et c'est pour cela qu'on pouvait observer à l'époque plus de fautes. Ces erreurs montrent bien que l'ADN a des limites qu'il faut prendre en compte et ne pas laisser au hasard. Quelles sont donc ces limites qui laissent à réfléchir ? Oui, donc en effet, l'ADN a des limites. Malgré de nombreux progrès de l'analyse de l'ADN, malheureusement, celle-ci ne donne pas ni le nom ni le lieu de résidence du coupable. C'est donc à la police de le chercher s'il n'est pas fiché dans le FNAC. Et ça peut être un problème. En effet, cela peut prendre beaucoup de temps. De plus, le coût de l'analyse, comme nous l'avions dit plus tôt, qui s'élève entre 180 et 400 euros en fonction de la difficulté, peut être un frein pour certaines personnes car c'est un prix qui n'est pas accessible à tous. De plus, dans les limites, la probabilité que deux personnes aient la même empreinte génétique, comme nous l'avons expliqué plus tôt, même si elle est très faible, ne doit pas être laissée de côté. Des erreurs peuvent, comme nous l'avons expliqué, se produire dans l'analyse. Et maintenant, les erreurs liées à la scène de crime, nous allons laisser notre camarade. Merci beaucoup, très chère Pauline Armand. Sur une scène de crime, il y a très souvent plusieurs traces d'ADN. Il faut prendre en compte et éliminer tout en se posant les bonnes questions. Aujourd'hui, les meurtriers, cambrioleurs et autres polluent la scène en apportant des ADN afin de brouiller les pistes. C'est pour cela que de nouvelles méthodes sont en cours de réflexion. En effet, des experts voient la possibilité de ficher les ADN des individus dès leur naissance, pour une plus grande facilité à retrouver les coupables par exemple. D'autres réfléchissent à plus de rapidité et à une baisse des coûts des analyses, qui s'élèvent entre 180 et 400 euros, dit ultérieurement. Oui. Certains laboratoires sont désormais spécialisés dans l'analyse d'échantillons ne contenant que quelques cellules d'ADN. La LCN en est un bon exemple, qui est la Low Copy Number. Une méthode est en phase expérimentale. Des portraits robots, grâce à de l'ADN, vont pouvoir être constitués. Elle s'appuie sur des analyses de 5 gènes responsables des caractères du visage, qui sont les suivants: PRDM16, PAX3, TP63, CSORF50 et COL17A1. Ainsi, tout au long de cet échange, vous nous avez éclairé sur le rôle de l'ADN dans les enquêtes policières
et vous nous avez convaincus qu'il est une pièce maîtresse, mais pour autant sans être infaillible. Vous avez donc répondu à notre questionnement, l'ADN dans la police scientifique, toujours d'actualité. Depuis sa découverte, en 1869, l'ADN, au départ un simple indice, a pris une place importante au sein de la PTS. En effet, son analyse est primordiale. De nombreuses méthodes étaient déjà appliquées, mais l'ADN a permis la mise en place de techniques appuyant ces procédés et permettant d'obtenir des résultats plus précis. L'ADN est tout d'abord prélevé par le service de la PTS, puis analysé en laboratoire. Les erreurs étaient plus courantes au début de ces méthodes d'analyse. Et de nos jours, les experts réfléchissent à des procédés moins coûteux, plus rapides, voire très modernes. L'ADN n'est pas infaillible. Nous ne devons pas l'oublier. C'est pour cela que seule l'analyse de l'ADN ne peut avoir lieu et que la PTS utilise toujours ces autres procédés. Cependant, les techniques qui sont en cours de réflexion seront-elles plus performantes que celles déjà mises en place et accepteront-elles une fréquence d'erreur très faible, voire nulle ? Voilà l'ensemble des sites et documents qui nous ont servi à la réalisation de cette émission et desquels nous avons tiré ample information. Mesdames et messieurs, nous espérons que cette édition spéciale vous a plu et vous remercions de nous avoir regardés. Vous pouvez la revoir sur notre site mytf1.fr. Dans quelques instants, la météo. À très bientôt.